Alors, si on reste avec nos chauves-souris à l'île de la Réunion, aujourd'hui, il y a toute une équipe de biologistes, de virologues, d'épidémiologistes qui sont arrivés. La Réunion s'est bien développée d'un point de vue médical. Il y a eu, au tout début du XXIe siècle, une épidémie de chikungunya, d'un virus connu en Afrique et qui a débordé dans l'océan Indien, qui a fait quand même beaucoup parler de lui, mais aussi beaucoup de dégâts. Il a quand même touché une grosse partie de la population. Et du coup, ça a encouragé le développement d'équipes d'épidémiologie, de surveillance sanitaire, avec des moyens que n'ont pas forcément les îles voisines qui n'ont pas du tout les mêmes niveaux d'économie. Et donc avec l'ambition, l'idée que la Réunion puisse servir de sentinelle ou de laboratoire ou d'organisation de surveillance pour toute la zone. Alors, la conséquence que je trouve parfois qui me chatouille un peu, c'est que comme les chauves-souris sont devenus à leur corps défendant des grands sujets de recherche en microbiologie et épidémiologie, avec une équipe assez compétente en épidémio et en microbiologie sur l'île et un laboratoire effectivement d'un bon niveau, les quelques chauves-souris qui sont sur l'île, elles sont passées à la moulinette. Alors à la moulinette, j'entends, ils n'ont pas tué des chauves-souris, mais on va les écouvillonner, on va les chatouiller, on va les bricoler un peu, et on trouve des tas de trucs, on trouve des tas de virus que personne ne connaissait. Mais si on cherche sur n'importe quel animal, le chat de la maison, le chien de la famille, si on leur fait la même chose, on aura aussi des découvertes intéressantes de micro-organismes qu'on ne connaissait pas, qui habitent avec le chien depuis très longtemps, avec le chat depuis toujours, avec les chauves-souris depuis avant que les hommes soient arrivés sur l'île de la Réunion. Et donc, il y a toujours une ambiguïté sur est-ce qu'on est capable, avec ce genre de protocole, d'arriver à trouver avant le prochain virus de la nouvelle épidémie. Et ça me turlupine un peu parce que je ne suis pas convaincu qu'il y avait un grand projet comme ça qui a peut-être un peu périclité, mais avec beaucoup d'argent à la clé, et ça se comptait en millions, quelle que soit l'unité monétaire. On va tester toutes les chauves-souris du monde, on va faire des écouvillons, on va chercher tous les virus et on va vous dire quel sera le prochain virus responsable de la prochaine épidémie. Alors moi, je ne suis pas virologue, mais quand je regarde ce que je sais des épidémies actuelles, quand vous voyez que des virus s'alignent avec des séquences génétiques les uns à côté des autres et qu'un sur deux est pathogène et l'autre ne l'est pas, ce n'est pas évident a priori de savoir, tant qu'on n'a pas eu le contact entre le virus et l'espèce cible, lequel aura un impact épidémiologique, clinique, parfois méchant, et parfois et lequel n'aura aucun contact. Alors, est-ce qu'on est capable de prédire à l'avance, avec la séquence génétique, déjà isoler le bon et trouver celui qui sera responsable? Je ne sais pas. Et quand on imagine que la Covid, qui est apparue donc officiellement le 31 décembre 2019, et que là, en décembre 2025, on n'a toujours pas identifié l'animal origine du virus qui est devenu le virus SARS-CoV-2, là, on savait quoi chercher. Et en sachant quoi chercher, on n'a pas trouvé l'origine. On a trouvé des virus qui avaient une parenté, soit qui pouvaient être l'ancêtre, soit plutôt qui avaient le même ancêtre que celui qui est devenu SARS-CoV-2. Comment arriver avec ce genre de méthode à trouver. Alors, c'est sûr que la meilleure façon de trouver, c'est de chercher. Qu'inversement, si on ne cherche pas, on a plutôt moins de chances de trouver. Enfin, il y en a qui arrêtent de chercher. Enfin, il y a des pays, des grands pays qui ont arrêté de chercher. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais ça ne rassure personne parce que, comme on est 4 milliards à prendre l'avion tous les ans sur 8 milliards, les incubations de maladies virales, c'est un jour ou deux. Et qu'en 12 heures, vous faites Paris-Singapour, enfin moins de 12 heures d'ailleurs,
les virus, à mon avis, ils ont encore de beaux jours devant eux, et surtout si on ne les cherche pas. Alors, entre eux, chercher sur les pauvres petites chauves-souris de l'île que j'aime bien, et voilà, tout ce qu'elles ont comme virus, pour voir s'il n'y en a pas un qui un jour pourrait nous ennuyer, et puis ne pas du tout chercher à l'échelle d'un continent, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, peut-être qu'on peut trouver des milieux intéressants. Mais je reviens à l'idée que nous n'existons pas sans nos micro-organismes, et c'est essentiel. Et nous sommes des mammifères. Enfin, on est 3 dans cette pièce, nous sommes 3 mammifères, mais il manque juste l'autre sexe. Parce que pour expliquer la gestation chez les humains, on ne peut pas faire l'économie d'une histoire de virus. Pour comprendre la gestation, alors il y a des immunologistes, moi je ne suis pas immunologiste, mais qui se posaient la question, comment est-ce qu'on peut expliquer que dans le corps d'un mammifère femelle, l'embryon qui se développe, qui sera le futur bébé ou les futurs bébés, il y a parfois des mammifères qui font beaucoup de bébés d'un coup, il n'y a pas un système immunitaire de rejet de la part de la mère qui cherche à éliminer le fœtus, qui n'est jamais qu'une greffe, comme quand on greffe un organe d'une personne à une autre, on n'a pas la même génétique, et donc il y a en général un système de rejet qui se met en place. Et en fait, on a découvert dans notre ADN des séquences de rétrovirus. Rétrovirus, c'est la même famille que ceux qui donnent le sida. Et ces séquences-là codent pour des gènes dont le métier, c'est de contrôler l'immunité de la mère pendant la gestation. Et donc, nous, mammifères, nous n'existons que parce qu'en plus de toutes les bactéries qu'on a pu croiser, on a croisé depuis 150 millions d'années un certain nombre de rétrovirus dont des parties de l'ARN copiées en ADN se sont intégrées dans notre génome et on produit des protéines qu'on appelle les syncytines. Et ce sont d'une part l'explication des différents modèles de placenta qu'on trouve chez les mammifères qui ne sont pas sur le même schéma. Les médecins connaissent le placenta des humains, c'est tout à fait normal. Les vétérinaires connaissent les placentas des carnivores, les placentas des ruminants qui ne sont pas les mêmes, la placentation des lapins ou des chevaux qui sont encore différents. Et tout ça, c'est la suite d'une séquence de rétrovirus intégrés dans notre génome qui permet à la fois de gérer le placenta, qui est vital pour le développement de l'embryon, et également la réaction immunitaire adaptée par rapport à l'embryon. Et je rappelle que les mammifères peuvent être mammifères et pondre des œufs. Ce n'est pas la gestation qu'il faut le mammifère, c'est le lait. Et le nom mammifère est bien trouvé. Et donc les ornithorynques, qui sont toujours présents sur la Terre, avec leurs copains, cousins, voilà, équidnés avec leurs drôles de nez et leurs piquants sur le dos, ils pondent des œufs, mais ils sont mammifères. Ils ont des glandes mammaires, ils n'ont pas de tétons, mais ils ont des glandes mammaires, le lait s'écoule, et le petit, une fois qu'il a éclos, après l'incubation, il continue sa vie, mais ils n'ont pas maîtrisé, enfin peut-être qu'ils n'ont pas voulu non plus, hein, peut-être qu'ils étaient contents comme ça. Et puis les marsupiaux, qui ont ce développement final dans la poche, qui arrive après une très courte gestation intra-utérine, ça correspond peu ou prou au temps nécessaire pour la mise en place de phénomènes de rejet par la maman de son système immunitaire par rapport au développement de l'embryon. Alors on peut supposer que, alors peut-être que des gens qui sont très très compétents me corrigeraient, mais les mammifères existent grâce à toute une série de rétrovirus qui sont intégrés dans leur génome et qui contrôlent l'immunité de la mère. Et les marsupiaux, apparemment, n'ont pas été aussi loin que ça dans cette acquisition et donc sont avec une phase initiale intra-utérine et la plus grande partie du développement, puisque même un kangourou de 80 kg, donc aussi gros qu'un humain en moyenne, à peu près, hein, a une gestation intra-utérine de 2 à 3 semaines, une vingtaine de jours. Et c'est vraiment une larve qui sort des voies génitales et qui va dans la poche, où là, le développement se poursuit tranquillement. Mais c'est presque une gestation extra-utérine dans une poche. Donc c'est vraiment, on peut le lier sans doute à la présence ou pas de certains virus. Donc on est absolument dépendant de tous ces micro-organismes. Et c'est vrai qu'on a découvert les microbes, et je redis que c'est quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a 200 ans, on ne connaissait pas les microbes, à peine. Enfin, c'était vraiment le tout début de la découverte de ces micro-organismes, puisqu'on pensait que la vie était spontanée. Enfin, il y a toutes les histoires de Pasteur et des détracteurs de Pasteur sur d'où vient la vie. Et donc, on a découvert les microbes par ceux qui nous rendaient malades. Et il me semble que de ce fait, on a associé évidemment des choses plutôt négatives aux premières bactéries qui rendaient malades, à la germe de la tuberculose, les premiers virus qui donnaient la rougeole. Donc, on a associé
microbes et maladies. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus riche. Et certainement, certains microbes ne sont pas recommandables, on n'a pas du tout envie de les rencontrer, mais ça reste une toute petite partie de la diversité, et le reste, soit nous est totalement indifférente, et d'ailleurs on n'a pas beaucoup d'échanges avec eux, soit ceux qui sont plus proches, on en a besoin. Et c'est vrai pour tout le monde vivant qui nous entoure, avec qui on cohabite, et peut-être que des gens qui ont des animaux chez eux, non seulement ont un animal, mais certainement aussi, ils ont un ensemble de micro-organismes qui sont plus différents que s'ils avaient simplement un autre humain à côté d'eux. Et donc peut-être que ça enrichit leur microbiote. Alors, est-ce que ça correspond à des systèmes qui permettraient de mieux surmonter une infection? Il y a quand même des microbes qui, quand on les croise, font des dégâts. Ebola, c'est sûr que s'il y a beaucoup de cas, plus il y a de cas, plus il y a une probabilité, au sens statistique, d'avoir des gens qui vont résister. Mais quand on a une létalité, donc le nombre de morts par rapport aux malades de 90%, ça fait quand même beaucoup payer cher. Et est-ce que cette résistance, elle est génétique, elle est aléatoire, parce que cette personne-là a eu une souche de virus qui était un peu différente? Je n'en sais rien. Il ne faut pas trop miser là-dessus, quoi. Mais c'est sûr que l'idée de la vaccination, et ça vient du vaccine, ça vient de vaches, des lésions de vaches vaccinent et génèrent, qui a fait le lien avec les gens qui trayaient les vaches, qui n'avaient pas la variole parce que c'était des virus assez proches, même si à l'époque on ne connaissait pas les virus. C'est vrai que quand on croise un certain nombre de micro-organismes, dans des conditions qu'il faudrait pouvoir codifier, on a une partie des personnes qui ne font pas de forme clinique et qui sont immunisées quand même. Mais il y a une partie, et c'est cette partie-là qu'il faudrait essayer de protéger, qui peut être exposée avec une forme clinique violente.